Bon, je crois qu'il y a beaucoup de questions possibles par rapport à ce qu'on vient de voir, mais c'est à vous de les poser. Non. Moi, alors, comme d'habitude, il faut que quelqu'un se déroule, donc je vais le faire. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on a confisqué évidemment la révolution de 2013, que rien n'a changé, sauf peut-être le rapport aux autorités, de manière générale. Mais en racontant l'histoire du révolutionnaire Ali, vous donnez aussi l'impression que ça fait très 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 longtemps que rien ne change et qu'on va même jusqu'à trahir l'histoire pour évacuer ces aspérités sociales, économiques, répressives aussi, bien sûr. Voilà, ça c'est ma première question. Est-ce que ce que j'ai perçu, c'est ce qu'il fallait comprendre du film? En fait, ce qu'on a voulu faire à travers ce film, c'est d'abord donner la parole à ces gens-là, à Kasserine. Ces hommes, ces femmes et ces jeunes qui ont joué un rôle central dans la Révolution et qui ont vu leur parole, leur voix confisquée. Donc, voilà. Les voix de Kasserine, pour nous, c'était important de leur demander à eux ce qu'ils pensent et comment eux ils voient les choses. Et peut-être à travers ça aussi, on voit le changement. Pas seulement le rapport peut-être à l'État ou à la police, mais aussi cette intelligence collective, cette capacité des gens à faire une expertise citoyenne pour parler de ce qui ne va pas, ce qui va, des acquis, de leur lutte, de leur espoir, etc. Après, sur l'idée directrice aussi du film, c'était d'interroger à la fois la question de la marginalisation. C'est quelque chose, c'est une notion clé qui s'est imposée pendant la Révolution, surtout dans ces régions, de l'intérieur, le Hawamich, les marges. Donc on a voulu comprendre qu'est-ce que c'est que ces marges, comment les gens voient les marges, et voilà, à travers cette balade dans différentes villes, villages du gouvernorat de Kasserine, on a, si vous voulez, choisi des questions très importantes pour présenter ou expliquer cette marginalisation, la question de l'école, l'abandon scolaire, la question de la dépossession des ressources naturelles comme l'eau. Vous avez vu, l'eau est disponible, mais l'État n'est pas là pour donner un coup de main pour la rendre utile. La question évidemment agraire, la dépossession d'une histoire militante. On a parlé de cette révolution de 1864 qui était une révolution paysanne importante contre le Bey, qui a vu d'ailleurs la France intervenir pour la première fois. La flotte française est arrivée parce que le Bey a demandé le soutien, comme on l'a demandé en 2011 à la France. Et puis la dépossession de la Révolution, etc. Donc je crois que pour répondre à votre question, deux choses. Déposséder en termes de cette demande de l'État social. On n'a pas fait de progrès au niveau du chômage des diplômés surtout, mais en même temps, de l'autre côté, il y a une résistance historique et qui continue à travers des formes de lutte collective, soit sur la question du chômage ou de l'eau. Une des choses qui Alain Grèche, directeur d'Orient 21. Une des choses, il y a quand même, par rapport à un discours qu'on peut entendre peut-être à Tunis, d'une nostalgie du passé, on ne sent aucune nostalgie. C'est-à-dire à la fois, il y a d'une certaine manière pas grand-chose à changer, mais personne ne dit avant c'était mieux. Est-ce que c'est une différence avec le reste du pays, notamment avec le Nord ou...
Franchement, le discours nostalgique existe évidemment, mais on n'a aucune capacité réelle à l'évaluer. Mais ce on a essayé de restituer ce qu'on a trouvé à Kasserine, aussi dans les régions où on travaille, dans d'autres régions frontalières, dans les quartiers populaires, on ne voit pas ça. Ça ne veut pas dire que, évidemment, ces réseaux du deep state, de l'État du front, ne sont pas là et ne jouent pas un rôle dans la redistribution ou dans la mobilisation des allégeances, surtout quand on est à quelques mois des élections présidentielles et législatives, où les enjeux sont très importants. En fait, ça me ramène peut-être aussi juste à l'essentiel de ce qu'on a essayé de faire ici. C'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux socio-politiques, de lutte, etc. Mais je pense qu'en fait, en revoyant le film aujourd'hui, ce qui me semble être la motivation première, et en tout cas ce qu'on réussit peut-être à exposer, on verra ce que les gens disent, mais c'est cette idée qu'on peut penser ensemble et que le film peut servir à penser ensemble une situation et que chacun est porteur de sa propre parole aussi, c'est-à-dire qu'en effet on peut en tirer beaucoup de conclusions, etc. Mais je pense que peut-être que la valeur de ce qui est raconté, c'est parce que c'est ce que chacun raconte de sa propre situation à l'instant T où le film est fait. Monsieur là-bas. Bonsoir à vous toutes, à vous tous. Je voudrais d'abord remercier l'équipe, la Latix, et puis l'ensemble des personnes qui ont fait que ce soir on puisse assister à un film que je considère un film magnifique, malgré le drame. Mais c'est un drame lumineux parce que je vois, il y a un discours qui est totalement responsable et citoyen qu'on a entendu chez les uns et les autres. Et ça, c'est l'espoir finalement. Hein. Et malgré les difficultés quotidiennes, parce que la souffrance, elle est quotidienne, hein, mais il n'y a pas de résignation. Et c'est en cela que le film en soi est porteur. Hein. Et moi, je suis vraiment... je ne peux pas vous dire combien je suis emballé par ce film, hein, parce que je connais pas... Je suis tunisien, mais je ne connais pas du tout la région, mais je connais comme ça l'histoire de cette région-là, même de l'époque de Ali Ben Erdem. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que vous fassiez le lien avec cette histoire d'Ali Ben Erdem, qui fait en sorte qu'il nous prouve encore une fois que cette région-là, de tout temps, a été une région révolutionnaire finalement. Hein. Donc, voilà. Et je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bonsoir et merci. Je suis très heureux de participer et d'avoir vu ce film. Je dirais que c'est triste Kasserine, mais que c'est triste d'autres régions aussi de Tunisie, comme ça. C'est vrai que le développement de la Tunisie s'est fait sur la côte avec les hôtels, 4 étoiles, 3 étoiles, etc. et les touristes qui venaient à flot. À un moment, il y avait 5 millions de touristes pour 5 millions de Tunisiens. Merci à l'équipe, merci aux réalisateurs, merci aux caméramans. Il y avait de très belles images. Il y avait effectivement des images de vérité dures à encaisser, de vérité et de mots dits par ces jeunes qui sont absolument politiques. Et moi je pense que ce film est extraordinaire dans la mesure où tout le monde parlait de l'État et du gouvernement, mais j'ai l'impression que tout le monde parlait d'un fantôme ou de plusieurs fantômes qui ne faisaient rien. La réalité est de plus en plus dure et je crois que c'est bien de le montrer parce que la société civile se mobilise de plus en plus et il ne faut pas oublier que la diaspora tunisienne dans toutes les villes et dans tous les pays d'Europe est consciente de cette situation et qu'il faut ensemble essayer de faire changer les choses. Merci. Oui, bonsoir, merci de ce film. Moi j'ai vu deux choses. La première, c'est que j'ai été très intéressé par le témoignage de cette jeune femme dans une voiture qui expliquait ce qu'avait changé la révolution pour elle. Et à travers elle, on comprenait que ça avait changé beaucoup de choses pour beaucoup d'autres jeunes femmes. La deuxième chose que j'ai vue,
la deuxième chose que j'ai vue, c'est une attente devant l'impuissance de l'État, une attente qui se poursuit sans fin. Le film ne montre pas quelle mobilisation pratique, technique, populaire sont nécessaires pour que le territoire avance, pour que les gens aient le sentiment que ça avance. On ne voit pas le travail, peut-être y en a-t-il, peut-être y en a-t-il pas, le film ne le dit pas, mais chacun comprend que attendre de l'État ce qui ne viendra peut-être jamais ne peut pas être une politique pour ce territoire en tout cas. Voilà. C'est ça qu'on comprend. On comprend qu'il y a une dépendance dont apparemment ils ne sont pas sortis. Ils sont sortis de la terreur de l'État policier, mais ils ne sont pas sortis de la dépendance qui consiste à demander à l'État ce qu'il ne fait pas. Ce que l'État ne fait pas, ce sont les gens qui doivent le faire, me semble-t-il. Attendez, madame, s'il vous plaît. Vous voulez peut-être dire un certain nombre de choses sur ce que les 3 personnes ont déjà dit. Mais sur la situation locale à Gasserie, mais aussi dans les autres gouvernorats où on travaille. En mai 2018, il y avait pour la première fois les élections de conseil municipal démocratiquement élus. Et ça change beaucoup des choses pour nous, pour la société civile, parce que c'est une opportunité pour construire une nouvelle dynamique avec la société civile. Et d'ailleurs, on a trouvé dans plusieurs gouvernorats où on a travaillé, surtout à Gasserie, que plusieurs membres des conseils municipaux viennent de la société civile. Donc, il y a une opportunité pour nous, en tant qu'organisation, de travailler avec eux sur des mécanismes et des outils de diagnostic citoyen, des audits citoyens sur des questions vraiment très spécifiques sur la santé, l'accès à l'éducation, la culture, par exemple. Et c'est une opportunité aussi pour travailler sur le budget participatif avec les conseils municipaux. Donc, c'est une nouvelle dynamique qui est forte et qui aussi marque la différence entre la Tunisie et d'autres pays. Moi, je viens de l'Égypte, donc c'est des opportunités comme ça qui rendent la Tunisie beaucoup mieux que d'autres pays dans la région. Juste là-dessus, effectivement, c'est vraiment une révolution, les élections municipales, par rapport à tous les autres pays. À la fois parce que il y a une nouvelle génération de dirigeants politiques qui va se former, avec des ambitions locales, qui ont des comptes à rendre. Ils ne sont pas à Tunis, loin, où on discute foulard, laïcité, rapport, etc., ou des grands plans qui n'aboutissent pas. Et je pense qu'effectivement, à terme, c'est quelque chose de très important. En même temps, il y a la question de quels sont les moyens matériels de ces municipalités qui sont quand même assez limités. Madame. Je peux. D'abord, c'est un film extraordinaire, bouleversant, et j'espère que les responsables à Tunis vont le voir, comme beaucoup d'autres étrangers. J'ai vécu à Tunis une année pour la recherche à CEMAT, à Tunis. Mais j'ai découvert ça par ce film et par la révolution aussi. Mais c'est vraiment extraordinaire ce que vous avez fait. Le contraste, vous avez travaillé contre le folklorisme et tout ça, vous avez le contraste entre le paysage, le wasteland, le paysage dévasté et les conditions invivables et le courage et la lucidité de ces jeunes qui font tout ce qu'ils peuvent, qui ne s'abandonnent pas. C'est quelque chose de foudroyant, vraiment. Et sauf un jeune a pris le maquis, peut-être, oui, on ne sait pas exactement s'il était djihadiste ou pas. Mais ça, ils ont toutes les raisons pour faire ça. Mais apparemment, c'est pas
ça qui est, même si il parle de Dieu, c'est pas Dieu qui va confisquer la révolte. Merci. C'était juste, bon, je suis peut-être pas le mieux placé pour comprendre, mais ce que j'ai compris, c'est que du coup, la révolution, ça n'a à peu près rien changé. Qu'est-ce qu'on pense de faire un mariage, vous moi, je répondrai après, c'est facile, je peux donner la réponse à la maison. La question n'est pas terminée. Ouais, c'est juste aussi, ça se passe que dans ces zones-là, où c'est difficile, où il y en a d'autres. Je vous laisse répondre, mais moi j'ai le sentiment, enfin moi je très rapidement, mais que en effet, au plan social, politique, etc., il y a peut-être des choses qui perdurent, que ça ne change pas forcément énormément, mais ce qu'on montre aussi, et ce que beaucoup de gens disent aussi dans le film, c'est que il y a quand même quelque chose qui relève de la liberté, d'expression, de pensée, de se mobiliser, de proposer. Alors bon, on est entendu, on n'est pas entendu, c'est une autre question, mais en tout cas, il y a déjà ça qui a changé, et bon, est-ce que ça va pouvoir générer d'autres choses derrière? Est-ce que ça va reculer? On ne sait pas encore. On n'entend pas du tout le désir qu'on voit parfois dans d'autres régions d'émigration comme une des solutions. Ça m'a frappé que personne ne dise « bon, mais maintenant j'ai envie de partir, je veux aller en France ou ailleurs ». Vous n'avez pas du tout rencontré ça? Alors c'est clair que dans ce film, on va rencontrer ça permet de rebondir notamment sur un autre projet qu'on a là-bas et qui, après avoir fait ce film-là, on s'est dit que cette position des réalisateurs ou des observateurs externes qui rentrent et qui viennent et qui filment et qui repartent, c'est très intéressant, ça permet de faire de telles choses, mais on a voulu aller un peu plus loin en voyant comment on pouvait travailler avec certains des jeunes qui apparaissent dans le film pour faire une série de films ensemble. Donc comment est-ce qu'on peut faire ce type d'approche qui est au croisement du diagnostic citoyen, de l'exploration sociale et du documentaire. Et on a monté ça. Et un des films est consacré justement à quelqu'un pour qui la solution c'est de partir, d'aller en Europe, d'aller en France et en Italie, et de revenir riche, puissant, aimé. Non, je ne sais pas dans quelle mesure peut-être vous avez compris ça, parce que ceux qui ne connaissent pas la Tunisie, mais en tout cas, donc Kasserine, à la frontière avec l'Algérie, et l'activité économique centrale, en dehors de l'alpha, cette plante qui d'ailleurs existe de moins en moins. Au centre de Kasserine, il y a une entreprise publique de traitement de l'alpha. À partir de l'alpha, on produit plein de choses, notamment du papier cigarette, etc. Mais cette entreprise, comme tant d'autres entreprises publiques, est tout simplement délaissée. Et aujourd'hui, il y a moins de 1000 employés, alors que dans les années 60, les années de développementistes de la Tunisie, c'était le nerf économique de la région. Avec justement donc, le retrait de l'État social, ce qui s'est développé, c'est une autre économie, c'est l'économie de la frontière. Et donc, le jeune qu'on voit, le jeune de 17 ans et puis le second, ils travaillent tout simplement, ils font de la contrebande. Cette contrebande qui est criminalisée, justement quand il s'agit des pauvres, parce que et ce que nous avons aussi voulu montrer en donnant la parole à ces petits contrebandiers, c'est que c'est une économie de survie, que les gens n'ont rien d'autre que s'inscrire dans cette économie-là. Alors on va chercher un peu d'essence, on va chercher des produits compensés en fait en Tunisie ou inversement en Algérie pour vivre. Et c'est une économie qui fait travailler à la fois des enfants, comme on l'a vu, que des plus jeunes qui sont justement à la merci de tout, de la répression, des riches qui sont propriétaires de ces voitures de leasing, qui eux ne sont pas considérés comme des contrebandiers. Eux, c'est l'économie formelle, et le reste, c'est l'économie informelle. Et donc même de ça, même de cette frontière qui est une plus-value, qui est une ressource, qui est une petite rente pour les gens,
ces gens-là sont dépossédés de cette frontière. Ils sont, comme je disais, à la merci de la corruption, évidemment, des appareils sécuritaires. Et il faut payer pour passer, et des fois on se fait arrêter. Sur la question d'Alexandre, est-ce que c'est la seule région? Je ne sais pas comment je vais dire. C'est pas la seule région. En Tunisie, on a une fracture sociale qui se superpose à une fracture territoriale, régionale. Donc, comme disait le monsieur tout à l'heure, les régions de la côte sont développées entre guillemets, mais c'est surtout les régions de l'intérieur qui sont frappées par des taux très élevés de chômage, des taux très élevés par rapport à la moyenne du pays, très élevés de pauvreté, d'abandon scolaire. Les enfants n'arrivent pas. C'est les taux les plus élevés d'abandon scolaire, d'ailleurs, sont à Kasserine. Les taux les plus élevés de pauvreté sont en Kasserine. C'est pour ça que la dame disait Kasserine est un baromètre. Un baromètre parce que c'est à la fois la région qui a donné le plus de martyrs. C'est vraiment le plus grand nombre de martyrs. C'est le gouvernement de Kasserine. D'ailleurs, tel est emblématique dans ça. C'est là où le régime a reculé. Et que le rapport de force a bousculé, en fait. Quand il raconte comment on a gagné, il dit l'armée est arrivée et la police ne pouvait plus, en fait, s'imposer dans les quartiers de Tel. Voilà, donc c'est pas que Kasserine, mais c'est toutes les régions de l'intérieur, frontalières notamment, Kasserine, Jandouba, Tataline, et les quartiers populaires autour des grandes villes, où les gens sont originaires d'ailleurs, pour la plupart de ces régions-là de l'intérieur. Est-ce que ça a servi à quelque chose? La révolution, est-ce qu'elle a servi à... Oui, elle a servi à quelque chose. On a fait ce film, par exemple. C'était impensable de faire un film comme ça. C'était impensable de circuler dans le gouvernorat de Kasserine. C'était impensable de parler de la pauvreté sous Ben Ali. On ne pouvait pas y aller. Certes, on a mis 3 mois pour avoir les autorisations pour faire ce film. Certes, on a été arrêtés tous les deux pendant le repérage pour le film. Mais bon, on est là. On a passé quelques heures seulement. Donc, ce qui a changé, c'est sûr, c'est qu'une capacité, un espace de parole, de dialogue, de discussion, d'organisation. Il y a des plans qui ont l'air comme ça, mais qui ont été très difficiles à obtenir, et notamment toute la partie où on est à Kasserine, la ville elle-même. C'est vrai qu'on avait souhaité filmer les choses un peu autrement, et ça a été compliqué. Chacun nous arrête, essaie de comprendre ce qu'on fait, et ça fait perdre pas mal de... Enfin, il y a encore tout ça. Il y a quand même pas mal de bâtons dans les roues, en tout cas, pour pouvoir filmer tranquillement. Alors, ça dépend des lieux, évidemment, quoi. Et puis la deuxième chose aussi, il me semble, on en a reparlé, mais c'est non seulement de faire le film, mais de le projeter. Donc on a réussi à le projeter quand même dans presque partout. Hein, on l'a projeté à Tel, où je disais tout à l'heure, on a eu plus de 500 personnes qui sont venues voir le film à Tel. On l'a projeté à Kasserine, même s'il n'y avait pas de salle de cinéma, mais on l'a projeté un peu à l'extérieur de la ville, dans un grand centre. Un peu à la soviétique. On l'a projeté un peu partout en Tunisie. On a eu des débats avec les gens. Et ça aussi, c'était impossible. Il y a... avant 2011. Merci pour ce film. C'était très chouette de le voir. Et moi, qui ne suis pas rentré en Tunisie depuis assez longtemps, j'ai vu que les choses n'ont pas beaucoup changé au niveau de tout ce qui est l'ouest, centre-ouest tunisien. Par rapport au film, il nous apporte pas mal d'informations, mais encore une fois, j'ai beaucoup aimé le film. Mais je me demande quand même pourquoi vous n'avez pas plus cuisiné, entre guillemets, les personnes qui étaient là, qui représentaient le pouvoir d'une façon ou d'une autre, pour leur dire des projets, et vous avez entendu des isques et des projets qui n'ont été pas suivis, pourquoi les projets n'ont pas été suivis, et aussi peut-être par rapport à ceux que vous avez interviewés,
vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Lorsqu'on est dit il y a des écrits et des projets, etc., pourquoi on peut leur demander quel exemple ou quelque chose comme ça pour nous faire? Moi, je reste sur ma faim. On voit de l'eau, il y a de l'eau. Je ne sais pas, c'est pas un endroit où l'eau existe tout le temps, etc. Sinon, il y aurait eu de l'agriculture depuis longtemps. Il n'y a pas eu d'agriculture là parce que c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau. S'il faut aller chercher l'eau très, très profonde, bon, c'est une chose qu'il faut en parler. Mais le petit puits qu'on nous a montré, c'est pas sûr qu'il reste avec de l'eau tout au long de... Enfin, je ne sais pas. J'ai l'impression, je vais terminer tout de suite, j'ai l'impression qu'il nous manque des petites choses encore dans le film pour comprendre bien la situation. Voilà. Je commence par répondre et puis si tu as autre chose. Mais... Non, enfin, c'est ça. Ma réponse est assez simple, c'est que oui, peut-être on aurait pu faire d'autres choses, on aurait pu approfondir certaines questions, etc. Moi, ce que j'ai surtout envie ce sur quoi j'ai envie de rebondir, c'est plutôt pourquoi on n'a pas cuisiné les députés, les gouverneurs. En fait, on a pensé surtout à une critique sous forme de cadrage, en fait. Donc, ils sont cadrés de façon très différente du reste, comme pour signifier leur centralité par rapport aux autres, avec le drapeau, etc. Mais en même temps, on avait une sorte de manière de conduire des entretiens. On s'est dit, dès lors que... Alors, ça se voit pas forcément ici, mais la manière dont on a conduit les entretiens, c'était vraiment des discussions très ouvertes, où les gens pouvaient aller au bout de leurs pensées. Donc nous, on a extrait certains moments de ces pensées-là. Et on a adopté le même système avec les politiques, on n'a pas cherché à les coincer, etc. On a voulu juste qu'ils puissent déployer leur raisonnement. Et dans le déploiement de ce raisonnement, je trouve que c'est quand même assez édifiant, certaines choses qu'ils peuvent dire et que nous avons gardées. Donc on n'a pas besoin forcément de les pousser dans leur retranchement quelque part pour qu'ils révèlent en fait ce qu'ils pensent et ce qu'ils sont. Oui, par exemple, je vous donne l'exemple du gouverneur. Monsieur le gouverneur, il n'est plus gouverneur d'ailleurs de Castres. Combien on a perdu un temps fou pour avoir l'entretien. C'était plus difficile de rencontrer ce gouverneur. On a vu que tu disais, on a attendu dans un premier temps, 6 heures, et puis on a été obligé de passer la nuit à Casserine pour pouvoir rencontrer le lendemain. Et en rebelote, on a attendu je ne sais pas combien de temps. Et je crois que ce qu'il dit est assez édifiant d'ailleurs. Il dit quoi? Avec le temps, les problèmes vont se changer. Et avec le temps, il y aura des touristes. À Casserine. C'est clair que ce monsieur-là, c'est le gouverneur, c'est le représentant, c'est l'autorité suprême dans le gouvernement de Casserine. Sa seule réponse 8 ans après la Révolution, 6 ans après la Révolution, c'est de dire avec le temps les choses vont changer. Je pense que c'est suffisant, on n'a pas besoin de le secouer pour avouer. Et les deux autres aussi, bon, alors, sur le choix des deux autres députés, on a pris le député de gauche et l'extrême gauche, le Front populaire, et puis Narda, le parti islamiste. Le premier dit qu'il va éduquer les masses populaires. On vient quand même d'entendre des gens assez éduqués, qui étaient vraiment en mesure de nous dire très très précisément et leurs besoins et comment ils voient leur religion, leur région, etc. Lui, tout ce qu'il avait à nous dire, c'est qu'il faut changer le rapport de force. Ils sont au Parlement, ces gens-là. Et puis, il va éduquer les masses populaires pour leur montrer la bonne voie. Et puis, on a eu l'islamiste qui est, lui, au gouvernement, qui fait partie du pouvoir, hein, dans la coalition, qui dit on a vraiment, bon, voilà, le consensus que son parti a signé, hein, que Narda est quand même partie prenante de ce consensus, l'acteur central de ce consensus. Il dit voilà, ce consensus n'a malheureusement rien donné à Casserine. C'est un député de Casserine. Bon, je pense que ça montre quand même les limites de ce que ces gens-là ont à dire ou à proposer.
Ce qui m'a frappé, notamment avec le député de Narda, qui est quand même le principal parti le plus important, c'est à quel point, finalement, il y a presque une reconnaissance qu'il ne peut rien faire. Mais pas seulement lui, personnellement, on a l'impression que... moi, j'ai trouvé que les responsables politiques qui intervenaient, ou le gouverneur, disaient en gros ce qui est la vérité, c'est que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Tunis. Et que tant qu'il y a un certain nombre de questions qui ne sont pas réglées à Tunis, nous, on ne peut rien faire. Et en partie, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est le type de consensus qui s'est mis en place en Tunisie, qui est un consensus qui a certains aspects positifs, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la situation égyptienne de guerre civile, si on peut dire. En même temps, il aboutit à une paralysie totale de tous les projets économiques, sociaux, de développement. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour ce documentaire qui apporte énormément, et notamment sur le plan de l'éducation. Je suis très frappé par le fait que les parents des jeunes que vous avez montrés n'ont pas été à l'école ou sont analphabètes, les mères, les pères, etc. Et alors qu'en Tunisie, on met au pinacle M. Messadi, l'ex-ministre, enfin maintenant il est mort, le ministre de l'Éducation nationale. Et donc c'est bien la preuve que de tout temps, la région a été marginalisée. Un autre aspect, et je regrette un peu que vous ayez traité si vite de la révolte de Benodem, qui explique un peu le fait que les gens de la région, dans le même temps, ils demandent tout à Tunis, alors que Tunis les a toujours trahis, et notamment dans le cas de Benodem. Parce que quand la révolte de Benodem a été lancée, le bey, au Bardo, a demandé qu'une délégation de notables de la région vienne le voir. Et cette délégation a été conduite par l'imam de Tala. Et quand ils sont arrivés au Bardo, on les a tous emprisonnés. Et l'imam de Tala a été condamné à je ne sais plus quel nombre de coups de fouet à recevoir sur la place du Bardo. Alors, on lui en a administré un certain nombre, et il est mort. À ce moment-là, le bourreau est allé voir le bey, et il lui a dit, il est mort, mais il n'a pas reçu le nombre de coups prononcés. Il a dit continuez. Non, c'est vrai que on a fait un film de 52 minutes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important, c'est qu'il y a aussi, même par rapport à la question de monsieur avant, c'est aussi des questions de moyens quelque part. Et donc, soit on attend d'avoir plein de moyens pour faire des choses qui balisent l'ensemble des questions, soit on fait avec les moyens qu'on a et on attaque et on y va quand même, quoi. Et donc c'est vrai qu'en fait, il y a des choses qui, évidemment, je veux dire, chaque chapitre pourrait donner lieu à un long métrage, quoi. Mais voilà, si on attendait d'avoir les moyens de faire tous ces longs métrages, on ferait rien, quoi. Donc, et après, on a fait aussi le choix, par exemple, on a rencontré pour cette séquence sur Benarder, on a rencontré aussi deux historiens qui ont travaillé sur la révolution de 1964. Et on a même fait un long entretien avec un historien de la barre de Kasserine. Et finalement, on a fait le choix de se contenter de la voix des gens. Et on était très contents de trouver ce vieux qui habite à quelques mètres dans le même houch, dans la même région que la maison de Benarder. Et on a voulu justement, on a préféré donner la parole à ce vieux qui a essayé, avec sa mémoire défaillante, de restituer des bribes d'un poème appris de sa grand-mère sur un de Benarder. On a trouvé que c'était plus beau, plus touchant que de traiter. Formidable. On va pas traiter mais la révolution de 1906 non plus. Alors, a-t-elle Je voulais savoir comment vous avez fait pour convaincre les gens de témoigner à visage découvert, parce que j'ai déjà vu des reportages sur des pays du Maghreb, de Tunisie ou d'Algérie, essentiellement même d'Égypte, où les gens sont cachés. Et en particulier, les deux, ceux qui font du trafic, là,
Est-ce qu'ils sont vraiment protégés ou est-ce qu'on aurait pu ou est-ce qu'ils ont été inquiétés à cause de ça? En fait, comment on a pu, comme Myriam l'a dit tout à l'heure, et Jean-Michel aussi, c'est qu'on travaille en fait dans ces régions depuis 2012, fin 2012. Moi personnellement, je vais à Casserine depuis 2013, donc c'est par le biais d'un travail associatif aussi qu'on a réussi à tisser des liens de confiance avec les gens qui nous connaissent, etc. Et je pense que notamment le directeur de l'école de Major del Rabès, qu'on voit, c'est lui qui aussi nous a beaucoup aidé à établir des relations de confiance avec les parents de ces jeunes. Dans le cas du jeune, il n'y a que son père, son frère, d'ailleurs sa mère est morte, ou la petite qui est scolarisée dans son collège, et à travers elle, on a interviewé mes parents. Donc je pense que ces relations justement de confiance expliquent, pour répondre à votre question après, les répercussions, non, parce que en même temps c'est semi-légal tout ça. Les autorités savent très bien que ces gens, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et d'ailleurs, après la Révolution, juste après 2011, on a assisté à une démocratisation de la contrebande et moins de contrôle, etc. Parce que les contrôles sur les frontières sont un peu effondrés et tout. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes avec justement le redéploiement sécuritaire via la lutte contre le terrorisme. Bon, on les criminalise un peu plus, mais bon, comme l'État sait qu'il ne peut rien leur proposer, donc il les laisse faire aussi, et de temps en temps, bon, il les arrête, il paye, et puis on les libère. Bon, et cela dit, l'interview avec le jeune a été très dure, parce que, comme vous l'avez vu, à aucun moment il nous regarde dans les yeux. Il était très intimidé, très mal à l'aise. Et d'ailleurs, on a eu des longues discussions, est-ce qu'on gardait cette séquence ou pas. On a arrêté l'interview, on a reparlé avec lui pour lui expliquer. Bon. Et c'était très déstabilisant, très douloureux de voir un jeune comme lui vivre ces conditions-là. Très moyen cette séquence. Juste une invitation. Est-ce que vous voulez bien contacter Cinéma Tunisien en France pour pouvoir faire passer votre film au 7 Parnassien à Paris, où il y a un grand public qui participe à énormément de films qui passent dans cette salle. Bien sûr. On a essayé, je dis juste un mot sur la salle, c'est d'abord pour remercier encore une fois le Méliès, parce qu'il n'y a pas... j'ai contacté un certain nombre de salles indépendantes de Paris, c'était très difficile d'obtenir une programmation, mais s'il y a d'autres ouvertures, vous évidemment... J'avais juste une petite question concrète. Il y a un moment, l'avocat qui dit il y a des milliers de gens de Casserine qui ont été arrêtés, etc. Vous avez pu vérifier ça? Ça m'a semblé quand même bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as pu vérifier, mais c'est vrai que quand on a projeté le film, bon, moi je l'aime bien l'avocat. Alors des fois j'ai envie de l'enlever du film, des fois j'ai envie de le garder. Mais par exemple, des gens qui apparaissent dans le film, qui ont assisté aux projections, viennent me dire à la fin de la projection à Tunis, il exagère un peu l'avocat, il met trop, voilà. Donc, je pense que des milliers, effectivement, c'est à vérifier. Mais aussi, voilà, alors moi, je me suis demandé à un moment donné si on devait l'enlever ou non, puis finalement, voilà, il pose quand même des questions importantes. Mais bon, il y a des gens dans le film qui me disent, bon, il exagère. On n'a jamais vérifié, mais de toutes les façons, les rapports, ça concorde avec les rapports des organisations des droits de l'homme sur des arrestations un peu arbitraires, avec cette lutte contre le terrorisme, etc. Et surtout dans les régions pauvres. Et Casserine, comme vous le savez, il y a des affrontements depuis 2012, 2013, maintenant, il y a des groupes armés. On a certains qui viennent d'Algérie, etc., qui sont au Mans, Charles, sur les montagnes dans la région. Donc, c'est aussi. C'est bon? Bien. Attendez, question, on avait promis. Vous parler de l'association. Ah oui.
Oui. Tu ne vas pas échapper, tu vas devoir reparler français. Non, c'est une organisation qui... Notre siège, c'est à Londres, mais nous travaillons en Tunisie depuis 2012. On a un bureau à Tunis, un bureau à Kasserine, à Tataouine, Haïtadam le Doualiche, c'est le quartier populaire autour de Tunis. Et nous travaillons sur de recherches. C'est le premier volet, c'est des recherches. On a fait plusieurs recherches qui étaient traduites en anglais et en français. On a abordé les questions de gouvernance de l'eau, l'abondance scolaire. On a des études comparatives entre plusieurs régions. Aussi sur des études, on a mené une étude sociologique sur 2 quartiers populaires. Et le deuxième volet, c'est des projets de local governance. Gouvernance locale. C'est beaucoup plus facile. De gouvernance locale, par exemple, on a un projet de cartographie avec des coordinations des jeunes, les conseils municipaux. On a aussi le budget participatif, quelques outils et mécanismes qu'on a créés avec des experts et des spécialistes sur la santé, par exemple. Et on a plusieurs projets pilotes sur l'économie sociale et solidaire à Kasserine. On a déjà un tout petit projet avec le directeur de l'école et aussi à Tadamoun et dans plusieurs régions avec des femmes et tout ça. Donc c'est beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Et encore une fois, merci à vous, merci à nos invités. Bonne fin de soirée.